Mesdames, Messieurs, chers web auditeurs, chères Camerounaises, chers Camerounais, chers Africains, chers citoyens du monde, nous ne pouvons ne pas commencer cette émission en saluant d'abord la mémoire d'un homme qui nous a quittés aujourd'hui, un journaliste, un citoyen, un homme, un père de famille. Pierre Laverdier-Ombang, journaliste compétent, qui a travaillé tour à tour sur plusieurs médias, Afrique Média, Equinox TV, et jusqu'aujourd'hui, directeur d'un autre média, car il a quitté Equinox, nous a quittés. Il nous a quittés aujourd'hui de manière brutale, inattendue. Pierre Laverdier-Ombang s'en est allé, sans crier garde, sans dire au revoir à sa famille. Il était dans le cortège du candidat Issa Kiroma. Cortège en direction, je pense, de Menganga, où Issa Kiroma tenait un meeting. Et lui couvrait le meeting pour son média. Il aurait eu un malaise. Et a été transporté de là où ils étaient vers Ngaoundéré. Ngaoundéré, à l'hôpital régional de Ngaoundéré, d'après les informations qui sont pour l'instant assez sommaires que j'ai, mais j'en saurai davantage dans les prochains jours, transporté dans un état critique. On dira perte de connaissance. Et à cet hôpital où il a été pris en charge, je ne sais pas encore comment, mais il aurait rendu l'âme. Rendu l'âme moins de 3 heures après le début de son malaise. C'est ce qu'on appelle une mort inattendue, une mort brutale, une mort subite. Pierre Laverdier-Ombang est donc décédé de mort subite. Probablement de mort subite cardiaque. Car, comme je vous l'ai déjà dit, la mort subite cardiaque, c'est le décès brutal, inattendu, dans un délai d'1 heure après le début des symptômes devant témoin, c'est en toute évidence une mort subite cardiaque, non un arrêt cardiaque. On dit arrêt cardiaque quand le primo movens, c'est la cessation d'activité du cœur. Car le cœur finit toujours par s'arrêter. Oui, le cœur finit toujours par s'arrêter parce que on ne meurt pas avec un cœur qui est actif. Mais le cœur peut s'arrêter après qu'il y ait eu une cause extracardiaque de la décompensation, de la descente aux enfers. Et là, on ne parlera pas de mort par arrêt cardiaque. Mais quand on parle de mort par arrêt cardiaque, ça suppose que la cause initiale, la cause principale, la cause primaire, le primo movens, c'est le cœur qui soit s'est emballé, soit s'est directement arrêté par une pause, qu'on appelle une asystole. Donc, soit une asystole, soit une tachycardie, surtout une fibrillation ventriculaire qui empêche une contraction efficace du cœur. Et le sang va cesser de circuler partout, donc même au cerveau, et on va tomber par collapsus et on mourra. Si on n'a pas bénéficié des premiers secours. Les premiers secours qui consistent, à reconnaître
que la personne est en arrêt. Et si la personne est en arrêt, on appelle les témoins et on commence le massage cardiaque jusqu'à ce que les secours arrivent et on va permettre donc à la personne d'être prise en charge par des spécialistes. Mais cette phase où on va devoir aider le cœur à repartir va empêcher donc l'arrêt de la circulation, ce qu'on appelle le no-flow. Le no-flow, c'est lorsque le sang n'arrive plus au niveau du cerveau et partout ailleurs. Et ce temps est critique, primordial. Il faut qu'il soit le plus court possible. Le plus court possible. Et pour cela, on doit donc masser, masser et masser, savoir masser. Ensuite, on a transporté le malade en fonction de ce que les examens, les premiers examens, auront montré. Le malade peut nécessiter ce qu'on appelle une revascularisation, c'est-à-dire aller déboucher les artères qui sont bouchées. Parce que quand on a dépassé 35 ans, la première cause de l'arrêt cardiaque, c'est le fait qu'une artère du cœur soit bouchée et le sang ne passe donc pas, ne traverse pas cet obstacle. Il y a donc une partie du cœur qui meurt par infarcissement, infarctus, nécrose, la mort cellulaire, parce que le muscle cardiaque se nourrit du sang. Et on va donc devoir déboucher cette artère en urgence. Mais pour cela, il faut avoir les moyens diagnostiques et les moyens thérapeutiques, c'est-à-dire une salle de cathétérisme cardiaque pour aller faire une coronarographie de sauvetage rapide et aller déboucher l'artère. Et ça commence déjà par savoir reconnaître que c'est un arrêt cardiaque, savoir poser le diagnostic de la cause à partir des éléments, des examens classiques tels que l'électrocardiogramme. Donc, il faut en avoir, il faut en disposer. Il faut rapidement faire une prise de sang pendant que on est en train de sauver le malade par des massages cardiaques. C'est ce qu'on appelle la réanimation avancée. Donc, on va faire une prise de sang, on va avoir des tests rapides pour voir si le patient a une élévation des enzymes cardiaques dans le sang, ce qui oriente donc vers un infarctus du myocarde. Tout ça là, dans un contexte de prise en charge optimale. Et il faut donc la prise en charge optimale. Est-ce que notre frère journaliste Pierre Lavergne-Ombam a eu la prise en charge optimale? On espère que oui. Mais, dans tous les cas, il faut savoir que sans maîtrise de la chaîne de l'espoir, de la resuscitation cardiaque, le pronostic est toujours très réservé chez des personnes qui font un arrêt cardiaque. Et c'est la raison pour laquelle l'Association panafricaine sur la recherche cardiovasculaire a mis en place, par exemple, une enquête où on demande à la population générale de s'évaluer sur la capacité que nous avons, que vous avez, à pouvoir reconnaître un arrêt cardiaque, identifier les causes de l'arrêt cardiaque, les facteurs de risque que nous avons de faire l'arrêt cardiaque, qui peut faire l'arrêt cardiaque, qui n'en ferait pas, et qu'est-ce qu'il faut faire, quelle attitude on doit avoir devant un patient qui perd connaissance. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, il y a toujours un témoin. Comme Pierre Lavergne-Ombam, il n'était pas seul, il y a toujours un témoin. Est-ce que les témoins savent ce qu'il faut faire? That is the question. Et cet état des lieux permet après adresser les bonnes questions sur l'implémentation de la prise en charge de l'arrêt cardiaque.
L'arrêt cardiaque qui peut arriver à tout moment et chez tout le monde, chez toutes les personnes. Même les personnes a priori en bonne santé. Pierre Laverdière Ombam était en bonne santé. Il se sentait en bonne santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était au travail. On a vu ce qui est arrivé. Et ce n'est pas une exception, c'est légion. Donc il faut connaître, il faut reconnaître. Donc, l'enquête qui a été mise en place et qui est diffusée, qui concerne toutes les populations du monde, cette enquête doit être remplie par chacun de vous. Car votre niveau de connaissance ou de méconnaissance permettra justement de mettre en place une politique de formation des populations. Et vous serez concernés. Et c'est les personnes enquêtées qui seront les premiers à bénéficier de cette formation déjà théorique, vous apprendre exactement ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire dans des formations. C'est une enquête mondiale, elle concerne tout le monde et la partie pratique va s'adresser d'abord aux personnes qui auront rempli l'enquête, puisqu'il y a des coordonnées qui sont données, mais anonymées. On ne dira jamais qui a répondu comment, mais la base de données, c'est comment contacter les personnes. Et le moment venu, ces personnes seront donc contactées pour bénéficier de l'expertise nécessaire pour éviter des décès inutiles. Car l'arrêt cardiaque ou la mort subite due à l'arrêt cardiaque ne devrait pas être une fatalité, mais elle concerne tout le monde. Donc, une fois de plus, une petite pensée pour Pierre Laverdière Ombam et nous lui disons que la terre de nos ancêtres te soit légère. Une pensée pour ta famille, une pensée pour tes enfants, qu'ils soient courageux, car chacun de nous partira un jour. Mais donnons-nous les moyens de ne pas partir précipitamment. Voilà un peu le petit mot que j'avais à dire à propos de ce décès subit qui nous frappe en plein et en pleine campagne présidentielle. Or, on sait que le journalisme a un rôle très important dans la sensibilisation, l'information du citoyen camerounais qui doit se décider, qu'est-ce que je fais? Je continue avec le régime en place ou alors je change de braquet. Et c'est aussi un peu pour cette raison que cette émission d'aujourd'hui se tient pour informer le public sur quelque chose que nous bottons un peu en touche ou alors que nous paraphrasons, que nous survolons sur la question de la santé présidentielle. Le président de la République du Cameroun, est-il en santé? Est-il capable de continuer à diriger le pays? Qu'est-ce qu'il va faire en Suisse à la veille de l'annonce du début de la campagne électorale proprement dite, qui ne durera que 2 semaines? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il va y faire? C'est la question du jour. Et nous allons aborder ce sujet après une petite pause musicale. Mais je tiens à rappeler à celui qui a posé la question là, c'est Fi Bazoum qui a posé la question. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'un des lanceurs d'alerte a un peu repris la question du décès de Pierre Laverdière Ombam en donnant lui la cause de son décès, en parlant d'AVC. Je tiens encore à rappeler à tous les internautes ici qu'il ne faut pas confondre l'arrêt cardiaque et l'AVC. L'arrêt cardiaque n'a rien à voir avec l'AVC. L'AVC,
c'est un dommage causé au niveau du cerveau, dans le tissu cérébral, à cause d'un manque d'apport du sang au cerveau, ce qu'on appelle un infarctus cérébral, manque d'apport du sang, ou alors par excès d'apport du sang là où le sang ne doit pas arriver, c'est-à-dire dans le tissu cérébral lui-même. Le sang passe par les vaisseaux et il va juste avoir des échanges vers le cerveau pour apporter le glucose, donc le sucre, au cerveau, l'oxygène, mais ce n'est pas les éléments figurés du sang qui doivent inonder les cellules cérébrales. Mais ceci arrive lorsqu'il y a une lésion de la barrière. Donc, le tuyau, les capillaires, quand les vaisseaux sanguins sont lésés, le sang va traverser. On va appeler d'une inondation cérébrale. En fait, c'est une hémorragie cérébrale. L'hémorragie cérébrale est une des causes ou l'un des mécanismes de l'AVC, accident vasculaire cérébral. L'autre, c'est donc l'ischémie cérébrale, accident ischémique cérébral. Mais ça, c'est le cerveau. On peut faire un AVC et vivre même dans un état grave, même comateux. On peut être dans le coma à cause de l'AVC, mais on n'est pas décédé, car le cœur tient encore. Tant que le cœur fonctionne, les malades ne sont pas décédés. Le décès est constaté par la cessation d'activité du cœur. Or, un arrêt cardiaque, c'est donc la cessation d'activité du cœur. Et on en décède, et rapidement. Donc, ne pas faire une confusion. Quand on dit, oh, il est décédé rapidement, il a fait un AVC. L'AVC, c'est une chose, la crise cardiaque, qui a aussi plusieurs déclinaisons. Parce que crise cardiaque, c'est un mot générique qui comprend beaucoup de choses. Mais dans crise cardiaque, par exemple, vous faites un œdème aigu pulmonaire, comment ça, je vous faites, c'est une crise cardiaque. Mais, de manière un peu convenue, quand on parle de crise cardiaque, on parle généralement d'un infarctus du myocarde. Donc, ce qui se passe au niveau du cerveau, lorsque le sang n'arrive pas dans une partie du tissu, infarctus cérébral, AVC, ischémique, son équivalent au niveau du cœur, c'est infarctus du myocarde. Voilà. Mais c'est deux choses différentes. Cette confusion, ne la faites pas, enfin, vous la faites souvent, mais bon, comprenez que c'est deux choses différentes. Donc, nous refaisons une petite intermède et nous revenons sur le sujet qui nous concerne. Alors, le président de la République, M. Paul Biya, est en partance pour la Suisse, d'après le communiqué officiel que nous voyons là. Le président Paul Biya va en Suisse pour des raisons personnelles qui ne sont pas annoncées dans le communiqué. Donc, probablement une visite privée, une visite personnelle. À quelques jours du lancement de la campagne électorale, le président de la République a ses habitudes en Suisse, nous le savons. Le président de la République va très souvent
pour se reposer, mais on sait aussi pour se refaire une santé. Car à l'âge du président de la République, on a forcément des bobos. On a forcément des maladies. On a forcément une santé fragile. À 93 ans, c'est le cas. À 80 ans déjà, on a le droit d'avoir telle ou telle maladie. 85 ans, 90 ans, 93 ans, c'est une évidence. Mais le président de la République n'est pas connu pour quelqu'un qui fréquente les hôpitaux camerounais. Le président de la République n'est pas connu pour avoir pour médecins au pluriel des Camerounais au Cameroun. Ça, c'est une réalité. Donc, or, il se soigne comme tout être humain. Il se soigne où? Il se soigne en Occident. Il se soigne principalement en Suisse, le président de la République du Cameroun. Ce qui est évidemment un problème en 2025, c'est-à-dire bientôt 70 ans, si ce n'est même déjà 70 ans, après l'indépendance du Cameroun, les chefs d'État africains continuent à faire de l'Occident leur lieu de soins. C'est un vrai problème de souveraineté. Car il faut savoir que la souveraineté d'un État passe même par la sécurité de son chef d'État. Vous ne pouvez pas être souverain si votre chef d'État n'a pas une sécurité. Or, la sécurité et le secret ne se gardent mieux que par soi-même. Il est inimaginable de penser qu'un chef d'État occidental, par exemple français, se soignerait en dehors de son pays. Ça n'existe pas. Mais les Africains continuent à normaliser une anomalie. On m'a raconté aujourd'hui ou hier l'histoire du Gabon. Le Gabon. Le Gabon d'Omar Bongo ou de la famille Bongo. Où ici en France, un Gabonais avait pour rôle, pour fonction de gérer tous les cas des évacuations sanitaires venant du Gabon. C'est lui qui gérait le côté logistique. Il fallait les recevoir, il fallait les amener dans l'hôpital où il y avait rendez-vous, il fallait s'assurer que le privilégié, parce que c'est toujours des privilégiés, il ne manquait de rien. Et pour cela, il avait un budget, et un budget qui se chiffre en milliards. Ce monsieur, qui forcément était un obligé et puis plutôt un proche du pouvoir, se la roulait carrosse pendant des décennies, à manger l'argent du contribuable gabonais. Et d'ailleurs, ce mécanisme d'avoir tout un budget d'un pays, tout un budget pour gérer les soins de santé à l'étranger des dignitaires du pays, c'est quelle malédiction ça? C'est quel peuple africain qui ne veut pas élever ses standards d'exigence? Pourquoi l'Afrique doit être le continent qui se soigne ailleurs? Les Asiatiques, qui dans les années 60 étaient aussi pauvres que l'Afrique, ne se soignent pas ailleurs. Les Asiatiques ne viennent pas spécifiquement se soigner ici. Les dirigeants asiatiques ne viennent pas se soigner ici. Ils ont mis en place là-bas des hôpitaux de très haut niveau. Les Américains ne vont pas ailleurs se soigner. Les Français ne vont pas en Allemagne se soigner. Sauf exception par convenance personnelle, mais ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une obligation. Je ne compte pas le nombre de Congolais, Congo-Brazzaville, que je vois ma consultation, modeste consultation de cardiologie, dont le cabinet n'est pas situé
sur les Champs-Élysées. Les Congolais qui, de passage en France, ou qui viennent même pour ça, souvent de passage parce qu'ils ont de la famille ici, là, qui viennent faire un bilan cardiologique dans mon cabinet. Or, je ne suis pas, c'est même un peu par hasard. Donc, vous imaginez donc le nombre de cabinets de cardiologie en France recevant des Congolais qui viennent faire les check-ups, des Camerounais, des Gabonais, des Tchadiens qui viennent faire des check-ups. Ça, c'est de l'argent gaspillé. Parce qu'en plus, ils payent. Comme ils n'ont pas l'assurance maladie, ils payent. Et c'est conséquent. C'est de l'argent qui aurait développé les pays. Imaginons donc maintenant ceux-là qui bénéficient justement du budget de l'État à venir se faire soigner dans des hôpitaux comme l'hôpital américain. Imaginez. Comment l'Afrique ne peut pas comprendre que les milliards dépensés pour soigner quelques privilégiés dans les pays occidentaux, ces milliards-là ne font qu'appauvrir l'Afrique et enrichir l'Occident. C'est que nous sommes nous-mêmes, de manière volontaire, parce qu'on ne nous oblige pas, nous sommes nous-mêmes à participer à notre maintien dans un sous-développement voulu, assumé. Qu'est-ce que ça coûte de créer des hôpitaux, de vrais hôpitaux? Un hôpital, c'est les murs, les équipements et la ressource humaine. C'est trois balances. Quand, parfois peut-être par des dons, mais souvent même par le budget de l'État, on construit de beaux bâtiments et il n'y a rien à l'intérieur en termes d'équipement. Comment est-ce que l'hôpital, vous appelez ça hôpital? Ou alors, il y a même l'équipement, mais il n'y a pas le personnel formé. Vous appelez ça un hôpital, ce n'est pas un hôpital. L'Afrique doit investir dans la santé, dans la construction des hôpitaux, dans l'équipement des hôpitaux, dans la formation du personnel, à effet de prendre en charge sur place tout le monde. Et ça, c'est les peuples africains qui doivent exiger ça de leurs dirigeants. Or, nous ne le faisons pas. Nous trouvons même finalement normal que M. Paul Biya puisse prendre l'avion, affréter un avion, donc dépenser de l'argent simplement pour un voyage, pour aller se soigner avec notre argent en Occident. C'est devenu une normalité dans la société camerounaise, peuple camerounais. Quand est-ce que nous allons élever nos standards d'exigence? Pourquoi nous ne nous comportons pas comme les Asiatiques, comme les Occidentaux? Ça ne peut pas se passer en France. Je suis désolé. Macron ne se soignera pas aux États-Unis. Chirac a eu des soucis de santé, nous sommes au courant, nous tous. Il se faisait soigner dans les hôpitaux militaires français. L'hôpital Percy, un hôpital militaire. L'hôpital Bégin, un hôpital militaire. Il y a eu le Val-de-Grâce, des hôpitaux militaires en France, censés soigner les hommes d'État. Parce que ces hôpitaux ont davantage que les hôpitaux classiques la notion du secret médical. Car, oui, la santé d'un président relève même d'une question de souveraineté. Laquelle souveraineté le Cameroun n'a pas eu à l'époque d'Ahidjo. Pour preuve, Ahidjo avait pour médecin des Français. Et on sait ce qu'on lui a fait. Ahidjo était victime d'un faux diagnostic voulu par François Mitterrand. Si Ahidjo avait pour médecin des Camerounais, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué.
Surtout si Mitterrand tombait sur un Camerounais patriote. Il n'aurait pas flanqué à Ahidjo un diagnostic de cancer de la prostate et qu'il n'en avait que pour quelque temps et qu'il fallait qu'il se repose. C'est ce qui s'est passé. Donc, la France tenait Amadou Ahidjo, donc tenait le Cameroun. A obligé donc Amadou Ahidjo à laisser le pouvoir à Paul Biya. Et nous voyons où nous en sommes aujourd'hui. Nous en sommes au fait que Paul Biya, président absent, roi feignant, qui dort 34 jours sur 364 jours sur 365, se réveille juste pour recevoir l'ambassadeur de France ou des États-Unis, c'est-à-dire des Blancs. Le reste du temps, il n'en a rien à cirer de vous. D'ailleurs, vous n'êtes pas important. Vous n'êtes pas important. Le peuple camerounais n'est pas important. Il vous l'a dit lors du sommet américain. Est-ce qu'il y a des hommes importants ici, là? Paul Biya n'a rien à cirer avec les gens qui ne sont pas importants. Oh, qui est important au Cameroun? Personne, puisqu'il est au-dessus de tous les Camerounais. Donc, vous n'êtes pas important pour lui. Donc, vous pouvez avoir des malheurs, des catastrophes, des guerres, des conflits armés. Paul Biya, il n'en a rien à cirer. D'ailleurs, quand vous venez lui donner le Ngrimba, pour qu'il reste encore, vous venez à son palais avec toutes les puissances mystiques de tous les villages du Cameroun. Il ne vous calcule pas. Il n'a rien à cirer avec les Camerounais. Vous n'êtes que des blacos, sans importance. Lui, les seules personnes importantes, ce sont les Blancs. Oui, Paul Biya a un vrai complexé. C'est un bon villageois. Le Blanc le complexe. Et c'est pour ça qu'il va se doper chez les Blancs. Il pourrait même se doper au Cameroun. Mais non, il préfère que ce soit le Blanc qui le touche, qui lui donne son comprimé, qui lui fait ses perfusions et ses transfusions. Ça doit être le Blanc. Paul Biya va en Suisse pour se doper. Je crois que l'histoire de la présence de Paul Biya depuis des décennies est jalonnée de faits qui ont souvent été très marquants. Il ne faut pas être un médecin pour avoir constaté que Paul Biya, qu'on a souvent vu dans un état de délabrement physique, quand on est sûr que c'est fini, dans des événements précis, mais on revoit un Paul Biya tout fringant, dynamique. On lui donnerait même 15-20 ans de moins. D'ailleurs, Paul Biya, que Maître Assira nous a dit avoir vu avec une vigueur dont il ne s'attendait pas. Oui, ce Paul Biya, qui tient un peu sur ses jambes, on l'a souvent vu de temps en temps, rarement, mais à des événements précis. Mais le reste du temps, on ne le voit pas. Il n'apparaît pas. Et quand on est presque obligé de le montrer, vous voyez, on dit interdiction de le filmer. Alors, ces yo-yo, en termes de tonicité, de vigueur, d'attitude alerte, qui a souvent étonné plus d'un, s'explique par quoi? Chers Camerounais, chers web auditeurs, sachez une chose,
Paul Biya se fait doper. Et un dopage scientifique. Un dopage qui a plusieurs composantes. Mais on va déjà parler un peu du dopage. C'est quoi le dopage? C'est quoi le dopage? Le dopage, c'est l'utilisation de substances ou de méthodes interdites pour augmenter les capacités physiques ou mentales. C'est ça le dopage. Utilisation de substances ou de méthodes interdites pour augmenter les capacités physiques et mentales, en violation de toutes les règles d'éthique ou de réglementaires, surtout quand dans le domaine du sport. Le dopage, c'est donc ce moyen artificiel qu'on se donne pour avoir des performances surnaturelles. Naturelles en sachant que c'est nous-mêmes, c'est nos capacités, mais surnaturelles dans le sens où, au-delà de ce que notre physiologie nous permettrait, on est donc dopé. Il y a donc des substances, c'est-à-dire des produits qui dopent. Et il y a des méthodes aussi qui dopent. Parmi les substances qui dopent, vous avez ce qu'on appelle en médecine, par exemple, les stimulants. Ça stimule le système nerveux, par exemple. Il y a des produits anabolisants. Vous avez vu, par exemple, les gens qui font le bodybuilding, là, qui veulent devenir gros, tout ça. Ils prennent des substances anabolisants, dont les stéroïdes et la testostérone. Il y a des hormones, par exemple, des hormones de croissance. Des hormones qui vont fabriquer plus d'érythrocytes, donc les globules rouges dans le sang. Il faut en avoir beaucoup parce que c'est les globules rouges qui apportent l'oxygène dans le sang. Et quand votre sang est assez oxygéné, vous êtes plus performant. Il y a certains médicaments cardiaques tels que les bêta-bloquants qui vont vous permettre de ne pas avoir la tremblote. Ça, c'est beaucoup utilisé dans certains sports où on a besoin de précision, comme le tir à l'arc. On a ce qu'on appelle les modulateurs cognitifs, mais ça rentre aussi un peu dans les psychostimulants parce que ça module le système nerveux central. Et si on prend le premier groupe que vous voyez là, stimulant, et puis les modulateurs cognitifs qui sont un peu mélangés, ils ont quel effet? Parce que le problème, c'est que un produit dopant a un objectif précis. On ne prend pas tout et n'importe quoi. Donc, ces deux catégories, les stimulants, tels que donc l'amphétamine, la cocaïne, la caféine, à haute dose, ou les modulateurs cognitifs, tels que la modafinil, méthylphénidate ou ritaline, ou encore l'adéral, ont des objectifs précis. Ça lutte contre la fatigue pour les premiers et vous êtes plus vigilant, vous êtes plus attentionné. Ça vous permet d'être plus concentré. Vous avez une mémoire subitement plus vive. Vous retenez, vous vous rappelez des choses. Et vous êtes donc plus attentionné, plus concentré. Donc la concentration, la mémoire plus alerte, la vigilance et l'absence de fatigue. C'est que vous êtes dopé, c'est que vous pouvez enchaîner 2-3 meetings. Vous, le lendemain, vous dormez presque pas, très peu. Le lendemain, vous êtes alerte grâce aux psychostimulants et aux modulateurs cognitifs. Ces deux catégories sont très utilisées en... Non, non. Sont très utilisées
par les hommes politiques, par les hommes d'affaires, par les gens qui ont un stress important du fait d'un travail très important. Car il faut retenir, il ne faut pas oublier, il faut se souvenir, il faut être concentré, il faut ne pas dormir, ne pas être fatigué. Les psychostimulants, amphétamine, cocaïne, caféine, les modulateurs cognitifs tels que la le méthylphénidate ou Ritaline, ou encore ce produit que vous voyez, qu'on appelle Adderall, qui est donc un modulateur du système nerveux central. Un médicament qui vous garde en éveil, qui vous garde concentré, qui vous fait retrouver un peu la mémoire. Ce médicament fait partie même de la contrebande, interdit dans beaucoup de pays, avec une prescription très stricte, mais assez, le marché est assez ouvert aux États-Unis. Il a été, en 2019, le 24e produit le plus pressé aux États-Unis. En 2022, il est monté à la 14e place. Ce médicament est utilisé, et la Ritaline aussi, est utilisée chez des personnes qui ont une maladie qu'on appelle le TDAH. Le TDAH, c'est quoi? C'est le trouble de la vigilance. Avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Donc, c'est des personnes, souvent des enfants, mais même des personnes adultes, qui ne sont pas concentrées, qui sont souvent même agités, qui ne retiennent pas beaucoup parce que justement pas concentrés. Et ces personnes-là ont donc besoin de certaines méthodes d'amélioration de leur déficit. Donc ça, c'est des méthodes comportementales. Mais quand on n'y arrive pas, on leur donne donc ces médicaments. Ces médicaments sont donc aussi un peu détournés pour des personnes qui ne rentrent pas dans le diagnostic de TDAH, mais ont quelques déficits. Et surtout, parce que on doit aussi respecter l'âge physiologique. Mais quand vous avez l'âge de M. Paul Biya et vous voulez faire les choses des personnes qui ont moins, enfin, 20 ans de moins, évidemment, vous êtes obligé d'être aidé. Être aidé par des euh, médicaments ou alors par des méthodes illicites. Et parmi ces méthodes illicites interdites, vous avez, par exemple, la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, c'est qu'on vous transfuse un sang qui est assez riche en oxygène. On transfuse un sang qui va vous permettre d'avoir un taux d'oxygène plus élevé dans le sang. Donc, ça améliore l'oxygénation. Et qui dit amélioration de l'oxygénation, dit amélioration même de la mémoire, des capacités à retenir, et puis même de limiter la fatigue. Puisque la fatigue vient aussi avec un excès de travail, avec une production excessive du CO2, qui est un peu un élément toxique pour les muscles.
Alors, nous avons parlé des hormones tout à l'heure, parmi lesquelles, donc, l'EPO. Vous avez entendu parler de l'EPO, l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, c'est cette substance qui est fabriquée par la moelle osseuse et qui va donc être à l'origine de la fabrication de l'hémoglobine. L'hémoglobine, qui est cette molécule sur laquelle va adhérer l'oxygène. Ça devient donc de l'oxyhémoglobine pour oxygéner donc l'organisme. Donc nous avons besoin de l'EPO. Et plus vous avez la fabrication de l'EPO, plus vous avez les globules rouges dans le sang. Plus vous avez les globules rouges dans le sang, plus vous avez de l'oxygène qui circule partout. Donc plus vous êtes plus endurant. D'où le fameux scandale du dopage. Vous avez connu le cycliste français Richard Virenque. Parce que dans le monde du cyclisme, le dopage, c'était devenu quelque chose de banal. Et il y a toujours des époques. Telle chose est à la mode, après c'est telle autre chose. Donc, l'EPO a été à la mode. Bon, aujourd'hui, c'est facilement détecté. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est certain. C'est que il y a une clinique. Il y a une clinique en Suisse. Certaines personnes sont au courant de cette affaire. Il y a une clinique en Suisse qui reçoit Paul Biya pour ses protocoles de dopage. Et Paul Biya a tout un programme de dopage mis en place. Vous avez connu certainement, comme on l'a dit, le scandale du dopage dans le cyclisme, où il y avait des médecins spécialisés pour doper des équipes. Des gens qui ont appris à comment faire pour booster les cyclistes. Lance Armstrong en était l'un des principaux bénéficiaires. Et dans cette clinique de Suisse, Paul Biya va donc être interné là-bas et on met en place tout un protocole. Et ce protocole-là comprend plusieurs de ces éléments que je vous ai cités ici. Là. Paul Biya est dopé à un psychostimulant, de l'amphétamine. Paul Biya, on lui ajoute donc des modulos cognitifs, la ritaline, méthylphénidate ou l'adéral, enfin des cousins. Ceci permet à Paul Biya de récupérer un peu de sa mémoire, d'être plus alerte, d'être plus concentré. Et on lui ajoute de l'EPO. Paul Biya est dopé à l'EPO, ce qui le rend plus endurant. C'est-à-dire tenir quelques heures le 20 mai ou alors la cérémonie des vœux. On va vous dire, il est resté 3 heures de temps à saluer les gens. C'est sous EPO, cher Camerounais. Paul Biya est dopé par des médecins suisses malveillants. Et Paul Biya reçoit de temps en temps des transfusions sanguines. Mais en sachant que le principal cocktail est constitué de psychostimulants, de modulateurs cognitifs et de l'EPO. Dans un protocole bien huilé. Et voilà pourquoi vous allez revoir Paul Biya relativement en forme, capable de faire quelques apparitions. Mais il ne fera pas des apparitions comme un homme de 70 ans va faire des apparitions. Mais pour le pouvoir, c'est suffisant. Puisqu'il sait nous diriger par les photos, imaginez donc Paul Biya en train quand même d'apparaître quelque part pour saluer les gens pendant 1 heure et puis on va dire qu'il a été là. C'est ça, ça lui suffit. Mais Paul Biya n'est pas capable de le faire si on lui prive
de tous les dopants. Alors, la question qui se pose, c'est que le peuple camerounais doit accepter ça. Nous sommes dans une pratique illicite. Une pratique illicite, même si elle n'a pas été légiférée pour les hommes politiques. Vous savez qu'en sport, le dopage est interdit. Le dopage est interdit en sport. Chez les militaires, ça dépend, mais on sait que les militaires qui sont au front, les tout, ils se dopent. Pour les étudiants qui sont surtout en période, en année de concours et tout, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas interdit. En politique, il n'y a pas la question n'est pas posée. Il n'y a pas donc une loi qui a légiféré. Mais nous savons tous que l'énergie que déploient les hommes politiques en France, par exemple, l'énergie qu'ils déploient pendant la période électorale, pendant la campagne, où vraiment les mecs mouillent le maillot. Le gars aligne 2 meetings en une journée et dans 2 villes différentes. Et il enchaîne le lendemain. Et il faut être un extraterrestre. Il se dope. Il se dope. Et comme c'est des hommes politiques, comprenez que la question reste tabou. Elle ne va jamais être tranchée en disant que non, c'est interdit, machin. Parce qu'il y a même une forme de tricherie. Parce qu'imaginez le candidat qui, lui, il n'y pense même pas. Il va avec ses forces naturelles. Mais l'autre, il enchaîne 2 meetings. Mais plus vous faites des meetings, plus vous gagnez des points, de l'estime, et puis votre audimat, enfin votre, comment on peut savoir, les sondages vous sont favorables. C'est sûr. Donc, celui qui se dope, qui aligne les meetings, qui est vraiment, il a l'énergie, on va dire qu'il a la niaque, le mec, là, il a la niaque, il a un machin, alors qu'il est dopé. Où est la différence entre ça et le dopage dans le sport? Il n'y a pas de différence. Mais c'est que, comme c'est les hommes politiques, et c'est eux qui tiennent euh, les lois, qui font les lois. Ça va toujours passer à l'as. Mais il y a le côté moral de la chose, le côté éthique de la chose, qui n'est pas bon. Parce que ça fausse le débat aussi. Ça fait que finalement, on aura un candidat, enfin, élu, qui ne le mérite pas, mais il a triché. Paul Biya est en train de tricher. Paul Biya est en train d'utiliser l'argent des Camerounais pour aller se doper. Vous venez faire 2, 3 apparitions, on va dire que vous voyez là, vous dites qu'il n'est plus là, regardez comment il est fort. On est en pleine tricherie. Et moi, je pose la question, quand est-ce que le peuple camerounais va élever ses standards d'exigence? Nous devons être exigeants vis-à-vis de nos élus. Nous devons être exigeants. Tant que nous ne sommes pas exigeants, nous allons vivre avec les coupures d'électricité, les coupures d'eau, la voirie, les poubelles qui entrent jusqu'à nos maisons, la pauvreté ambiante, l'incapacité à se soigner, à s'éduquer, à ne pas avoir une connexion Internet décente, alors que dans tous les pays du monde aujourd'hui, même d'Afrique, la connexion est free, le Wi-Fi est partout, mais pas au Cameroun. Un aéroport qui n'a pas de Wi-Fi. La pauvreté ambiante, elle est larvée, elle inonde toutes les strates de la société. Elle est métastatique, la pauvreté au Cameroun. Mais on l'a parce que nous nous accommodons de la tricherie de nos élus. Nous nous accommodons de ça. Nous devons dire non à ça. Nous devons poser même la question de l'éthique dans ça. Quand une structure médicale va doper un dirigeant qui est dictateur à effet de pérenniser la tyrannie, la dictature dans son pays, il y a un problème. Je suis
sur la piste du dopage de Paul Biya depuis déjà un certain temps. Il y a des personnes qui promettaient me donner, enfin, aller chercher jusqu'à avoir l'identité de la fameuse clinique. C'est une clinique en Suisse, mais il faut la connaître. Il faut son adresse. Moi, Aimé Boni, j'irai là-bas. J'irai voir mes collègues pour leur poser la question de savoir s'il y a une éthique dans ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que il n'y a pas une loi qui l'interdit, mais on peut créer une jurisprudence. On peut créer une jurisprudence. Nous sommes dans des pays où le droit est aussi à la portée des peuples. On doit pouvoir, et je pense que le peuple camerounais, là, c'est déjà le job de la diaspora. On ne peut pas demander tout aux Camerounais qui sont au Cameroun. Ils doivent faire leur job là-bas, comme les Nordistes sont en train de faire leur job. Et nous ne pouvons qu'applaudir. Nous, en diaspora, nous devons aussi faire notre job. Et je sais qu'il y en a qui le font. Mais nous devons aller plus loin que ça. Nous devons taper partout où il y a une possibilité, partout où il y a une injustice, partout où il y a un faux, partout où il y a une forfaiture. Nous devons nous engouffrer. Et là, nous sommes en plein dans une communauté. Paul Biya quitte le Cameroun avec une délégation, avec les milliards du Cameroun, pour aller utiliser ça à se doper et venir nous mentir. On va être là, on va applaudir, ou du moins on ne va rien dire, alors que c'est très grave. C'est très grave. Je demande donc à toutes les personnes qui sont capables d'avoir une information, aller à la traque de Paul Biya en Suisse. Aller à la traque. Cherchons. Une fois qu'on a trouvé, je dis que moi, Aimé Boni, je me présente à cette clinique-là, je rencontre les autorités. Je dis avec eux et on attaque. À l'ordre des médecins de Suisse, on attaque. On attaque cette clinique. Et si maintenant les avocats peuvent trouver une faille sur le plan jurisprudentiel, qu'ils fassent leur boulot. Que chacun fasse son boulot. Donc voilà un peu la petite émission santé que je voulais vous présenter aujourd'hui sur la question du dopage d'un président qui a 93 ans. Dont on nous dit, oh, il est en prison. Non, non, non. Moi, je vous ai toujours dit que Paul Biya, c'est un psychopathe. Paul Biya, tout ce qui se passe là, qu'on voit, il dort, donc on reçoit les gens, il est au courant. Il est au courant de tout. C'est lui qui a validé ça. Mais il ne vient pas vers vous parce que vous n'êtes pas important. Vous voyez Paul Biya. Mais vous ne connaissez pas ce type. Quitter sa chambre où il est avec des couches pour venir saluer des personnes qui ne lui sont pas importantes. Des personnes non-name, Paul Biya va se lever. Parce que vous avez apporté les totems que c'est même à rien. Paul Biya, c'est pas possible. Paul Biya organise tout. Paul Biya, tant que Dieu qui ne veut pas l'appeler, on se demande pourquoi. Tant qu'il a encore un petit souffle de vie, quand ça concerne son pouvoir, Paul Biya est alerte. Paul Biya est en train de tout organiser. Lui, évidemment, c'est pas lui qui dirige, c'est Ngongo qui dirige. Parce que Paul Biya n'a jamais aimé travailler. Paul Biya n'a jamais aimé travailler, c'est pas maintenant qu'il va aimer travailler. Voilà, donc si quelqu'un peut faire le truc là, mais il sait que lui, il a tous les fastes, tous les privilèges. Voilà. Donc Paul Biya organise tout. Paul Biya, voilà donc un bandit qui va faire
sont bandits parce que Richard Virenque, on l'a pris pour un voyou. Lance Antoine, un voyou. Mais pour bien un voyou. De la même façon. De la même façon. Il n'y a pas une différence. Il faut être malfrat pour faire ça. Pour tricher. Comme pour Béatrice. Parce qu'il aime le pouvoir. Il veut rester au pouvoir. Et nous, on donne l'impression que c'est normal. Ah, je me demande comment un peuple peut être comme ça. Comment? Quand vous regardez comment est-ce que on en parle, même dans les réseaux sociaux, on en parle, oui, on en parle comme si, non, on doit en parler dans le sens, c'est illégal, ce n'est pas normal. Et on doit mettre une fin à ça. Et on doit faire bouger l'Europe. On doit apprendre à dire aux Européens que vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez dans votre complicité avec nos tyrans. Vous nous fatiguez. Donc, si vous voulez qu'on gâte, on va tout gâter. On gâte d'abord aussi chez vous. Il faut que vous gâtez chez nous. On gâte aussi chez vous. La détermination qu'un être humain normalement constitué doit avoir pour revendiquer son bonheur, cette détermination-là, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous, peuple bantou, nous ne savons pas être jaloux de notre souveraineté, de notre dignité. Notre dignité, on l'a foutu en l'air. Et moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Oui, on n'a pas de standards d'exigence. C'est pour ça que quand quelqu'un comme Fabrice Olemba vient écrire enfin, sur ce plateau, vient écrire Cabral président, je dis pas que c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. C'est un type malheureux. C'est un, je sais même pas. Moi, j'ai pas de mots. Honnêtement, moi, je ne respecte pas des personnes indignes. Il n'y a que un Camerounais pour imaginer que quelqu'un comme Cabral est sérieux. Il faut être un certain genre de Camerounais. Il faut être un sale type, moralement parlant, pour penser que un bandit politique comme Cabral, un homme sérieux, jusqu'à dire que Cabral président. Ouais, il faut être déséquilibré. Ah, je le dis. Un homme politique qui est beau, qui prend du poids dans un pays pauvre, depuis quand la politique rend riche? La politique ne rend riche que des bandits. Oui, puisqu'ils sont tout le temps dans le fait des mal. On les attrape toujours, les Cahuzac, les Nicolas Sarkozy et tout ça. Il faut être un bandit pour s'enrichir en politique, puisque la politique, c'est le sacerdoce. La politique, c'est que tu viens pour donner, pour donner, pour donner, pas pour prendre. Tu vois d'un type qui était chétif, qui n'avait rien. Aujourd'hui, il est beau. Il a pris l'argent où? Quand il prend les cotisations à gauche, je vais être président, vous lui donnez l'argent. Cabral peut être président. Donc, Paul Biya, qui est parti se doper. Paul Biya qui est parti se doper. Il est parti se doper pour que Cabral vienne lui dire que bon, tu t'es dopé, c'est gentil, va au village. Paul Biya. Je vous ai montré une vidéo où il est en train de siroter le Pétrus avec les autres bandits là, les Momo, les Famine Dongo et tout ça là. Alors, ils sont en train de blaguer là. Mais nanotechnologie, quand Famine Dongo avait fait sa connerie là des ordinateurs, Paul Biya. 32 giga égale 500 giga dans la nouvelle technologie, nanotechnologie et tout. Et ouais, ils se mettent à rire. Cabral, il rit avec eux. Cabral, pendant que vous, là, Fabrice Olemba, tu n'as même pas un demi-ordinateur. Je ne sais pas toi quel âge tu as.
ton enfant, tu l'as envoyé à la faculté de médecine. On lui a donné une chinoiserie qui n'a même pas fait 6 mois. Et Cabral rigole avec les gens, la nanotechnologie. Et puis, il a dit que Cabral président. Ah, je suis désolé, moi je vous le dis, ouais, vous savez, moi, quel chemin, hein, je dis que tous les soutiens de Cabral sont des malades mentaux. Ils sont des malades mentaux. Tous les soutiens de Paul Biya sont des malades mentaux. Il faut être sale moralement et même physiquement. Puisque Paul Biya, c'est quoi? C'est la saleté. Regardez le Cameroun. Dans quel état on est? Regardez le Cameroun. C'est pas compliqué. Allez dans le ministère. Vous voyez? Donc, quand vous voyez quelqu'un en costume, cravate, sur les plateaux, il raconte des histoires. Si c'est Paul Biya, c'est qu'il est sale chez lui. C'est qu'il est sale. Il se lave même pas. Il se lave tous les 2 jours. Moralement, alors, c'est seulement l'autre chose. C'est des malades mentaux. C'est ceux-là qui font que les whites nous appellent nés. G-R-O-S. C'est ça. C'est ça le blanc, hein. C'est pas compliqué, il va pas te dire ça, mais quand il te voit, non, voilà. Les Russes nous appellent Abidjan, 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 c'est-à-dire que singe. Oui. J'étais en Russie. C'était normal, hein. Ouais, même les Yeltsin, là, les Yeltsin, les Gorbatchev, tout ça, là, bon, j'ai pas connu trop pour Poutine et tout ça, mais dans leur langage, là, les gens bien là, ils vont dire ça là, mais naturellement, hein, pour eux, c'est que le noir, c'est un singe, hein. C'est le singe. Faut pas croire, hein. Moi, j'ai eu un patron à Pitié-Salpêtrière. Moi, je suis là, je veux rentrer au bloc pour apprendre à faire, au début, là, quand j'étais jeune. Non, il y a beaucoup de fellows. Les, les Maghrébins, les Sud-Américains, on est là, on est là. Bon, je dis que mon tour va arriver, on va me dire, bon, habille-toi pour aller au bloc. Tu vois que le temps passe, on me. Je dis, oh, attends, qui m'aimait bien, on va. Euh, quand est-ce que je m'habille? Tu vas quand même dire que. Non, mais au Cameroun, enfin, en Afrique, là, c'est le palu, il faut apprendre à soigner le palu. J'ai été choqué. Du pur racisme. Mais un racisme naïf, hein? Naïf. Parce qu'au fond, c'était pas un méchant, c'était mon patron. On a, je l'avais amené au Cameroun. Oui. Mais, spontanément, il m'a dit ça. C'est-à-dire que dans le subconscient même, ça, ce n'est pas le Camerounais de la campagne. C'est un intello, c'est quelqu'un, c'est un patron de service. Donc, il recevait beaucoup de gens, même des Africains sont passés par là. Il m'a dit que, genre, bon, laisse quand même ceux qui sont dans les vrais pays où ils vont là-bas, ils vont aller pratiquer. Toi, c'est les maladies tropicales, là, les maladies infectieuses, c'est ça, bon, donc, c'était même le genre, mais pourquoi tu peux me faire la cardiologie rythmologique et tout? Tu devais aller dans les maladies tropicales. C'est un peu genre, c'est ça. C'est du racisme. Mais c'est ce que nous méritons. Je suis désolé. Nous méritons ça. Parce que quand tu vois le comportement des Camerounais, tu vois le comportement des hommes politiques ou des communicants politiques, tu les vois sur les plateaux en train de débiter des âneries, alors que l'État du Cameroun, on connaît. On connaît dans quel état le Cameroun est. Que même la Centrafrique va nous dépasser bientôt. Mais quand les gens débitaient ça, ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des sous-hommes. Oui, parce que si nous considérons comme
Je ne sais plus quel homme politique avait dit que faut bien, il fait beaucoup. Autant il y avait combien de routes goudronnées. Aujourd'hui, il y en a combien? Il y avait combien d'écoles? Machin, un peu comme si, en fait, c'est un exploit. Une population qui est passée peut-être de 7 millions d'habitants à 30, 35, qu'on ait un peu plus de routes, un peu plus d'écoles. C'est un exploit. Mais on n'a pas voir la qualité. Mais quand vous voyez des gens vous parler comme ça, vous vous dites non, moi, je suis white, je t'entends parler comme ça, là, je vais dire que tu n'es pas, tu n'es pas comme moi. Donc, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un être humain. Non, tu n'es pas un être humain. Un être humain ne peut pas tenir les propos et défendre un bilan d'un papa de 93 ans qui n'a fait que nous enfoncer. Non, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être un être humain. Et quand vous avez donc un candidat, Cabral, qui faisait de la fabrication de ces systèmes-là, et on me dit que Cabral président, je dis que non, Fabrice Olimba, c'est pas un être humain. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Alors, Alain Serge, ces substances peuvent-elles être dangereuses pour son cœur? Oui, évidemment. L'abus, c'est comme tout, hein. L'abus d'un produit a des conséquences. Il y a des effets secondaires qui sont même dose dépendantes. Voilà. Donc, écoute, je ne vous apprends rien. Michael Jackson, vous savez, parce que ce qu'on a, c'était quoi? C'était du dopage. C'était du dopage. Et il s'en est allé. Les, les, les coureurs cyclistes qui sont décédés pendant la compétition ou un peu après à cause du dopage, ça existe. Oui, le cœur. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que ces substances-là sont interdites parce qu'elles sont licites, non seulement par le fait qu'elles augmentent la capacité du consommateur, mais ensuite, il y a un problème d'éthique et de santé publique. Voilà. D'ailleurs, là, vous voyez sur cette plaque-là, le risque de dopage. Il y a la dépendance, il y a les effets secondaires graves, donc les effets cardiaques, neurologiques, psychiques, voilà. Euh, il y a les problèmes d'éthique et de jugement. Oui, donc le dopage est dangereux. Maintenant, en fonction du produit, on pourra avoir tel ou tel effet. Effectivement, ça, c'est une bonne question. Alors, Roro Digno, c'est quoi ce mythe de dire qu'on lui injecte le sang d'un jeune pour le maintenir? Est-ce une réalité? Alors, la transfusion sanguine, elle peut être autologue, c'est-à-dire que c'est votre sang même. On prend votre sang, on le conserve et on va vous le réinjecter. Et parce qu'il a eu des capacités additives et tout, on va vous réinjecter votre sang. Et ceci est un dopage assez subtil parce que c'est quand même votre sang, mais il a été pris, conservé et il va vous être réinjecté. Tout comme on peut vous enfin, donner le sang d'une autre personne. Mais un sang qui est effectivement enrichi, riche en, en oxygène, voilà, donc il aura plus d'oxygène. Donc quand on vous le donne, on augmente votre capacité totale, votre volume total en oxygène. Donc on augmente votre taux d'oxyhémoglobine. Voilà, et vous allez être plus performant. Euh, donc, on peut aussi imaginer que les, la, la transfusion qu'on vous donne, voilà, elle va booster votre système immunitaire. Et donc, vous allez forcément
être plus paré à résister à telle ou telle maladie. Et surtout, comme on va augmenter votre volume sanguin total, pas la transfusion qu'on vous donne. On augmente le volume sanguin. Vous savez que quand quelqu'un est malade, il a peut-être une anémie, il a perdu du sang, on va lui transfuser une certaine quantité de. Ça peut être donc le plasma qu'on va transfuser, ça peut être les culots globulaires, donc c'est les globules rouges et tout. Et il va passer d'un taux d'hémoglobine, par exemple, de 7 grammes par litre à, à 9 ou 10 grammes par litre. Donc, si vous avez, à la base, vous êtes sportif, votre taux d'hémoglobine, enfin, votre euh, oui, taux d'hémoglobine est, par exemple, de 11 ou 12 grammes par litre. Et si on vous transfuse 2 kilos, bon, je crois que les sportifs, on doit peut-être transfuser plus, disons même 4 kilos globulaires. Vous allez monter, ou passez par exemple de 11 à 13 grammes par litre. Donc, le coureur qui a un taux d'hémoglobine de 13 grammes par litre, ben, il va être plus performant que celui qui a 11 grammes par litre. Il a plus de sang, il a plus d'oxygène, et donc voilà, il va être plus performant. Voilà, c'est un peu ça le principe. Allez, donc, je vous dis merci. Merci pour avoir été attentif dans cette émission qui avait pour objectif de vous parler un peu du dopage, pourquoi c'est quoi le dopage et pourquoi c'est interdit, et interdit chez qui, euh, pourquoi ça ne l'est pas dans le milieu politique, mais est-ce que c'est quelque chose qui existe dans le milieu politique? On a répondu que oui. Et dans le cas spécifique du président de la République du Cameroun, qui est parti dans la Suisse, pourquoi il est parti en Suisse? Il est parti pour se retaper, comme on dit. Donc, il va revenir avec un peu plus de vigueur, pour ne pas dire que beaucoup plus de vigueur, vous le verrez de toute façon, avec beaucoup plus de vigueur, le temps de faire une petite, un semblant de campagne. Euh, voilà. Et on va nous dire que, voilà, il est en forme, il peut encore diriger pendant 7 ans. On sait que il n'a pas dirigé les 7 dernières années. Ce n'est pas les 7 prochaines années qu'il va diriger. Donc, on est dans une tricherie absolue. Tricherie, et le peuple ne peut pas accepter ça. Le peuple ne doit pas accepter ça. Bon, maintenant, moi, je fais mon rôle. Je joue mon rôle. C'est celui de vous éveiller, de vous sensibiliser. Après, vous en faites ce que vous voulez. OK, les amis? Donc, je vous dis vraiment merci. Merci pour avoir été là ce soir. Une fois de plus, une petite pensée pour Pierre Laverdure Ombam, qui nous a quittés aujourd'hui par mort subite, probablement mort subite cardiaque. Voilà, qui s'en est allé, malheureusement, alors qu'il était en campagne. Il couvrait la campagne présidentielle. Enfin, non, il couvrait le meeting pré-campagne du candidat Issa Chiroma, qui avait un meeting, je pense, à Minganga aujourd'hui, et il a fait un malaise. Il ne se sentait pas bien, il a certainement fait un arrêt, il a été transporté à l'hôpital régional de Ngandéré avec une prise en charge, comme nous les connaissons, les prises en charge au Cameroun. Voilà, on n'a pas pu le sauver et il n'est plus avec nous. Pourtant, il était jeune, pourtant, il était a priori en bonne santé. C'est vous dire si l'arrêt cardiaque guette tout le monde sans exception. Je vous ai encore mis un lien là, ce lien. Allez remplir l'enquête. Ça vous permet déjà de savoir ce que vous savez, enfin, de juger ce que vous savez, ce que vous ne savez pas sur la question. Et quand nous allons euh, délibérer, nous allons produire les résultats de cette enquête et que nous allons mettre en place des politiques de santé publique qui s'adressent donc à cette question. Évidemment, vous allez être convoqué pour être formé à comment reconnaître un arrêt cardiaque et comment sauver une victime d'arrêt cardiaque. Alors, je vous dis une fois de plus, merci d'avoir été là.